Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 22 décembre. Voici les titres. Ségolène Royal, tout sourire à Bercy. Après des semaines d'escarmouches autour de la recapitalisation de Liège, entente cordiale affichée avec Christian Estrosi à l'heure du sauvetage de 600 emplois. Signature de gros contrats pour plus de 6 milliards d'euros, notamment dans le nucléaire. François Fillon, du coup, estime qu'il ne faut pas négliger les progrès faits par la Chine sur les droits de l'homme. Le retour des premiers Eurostars et du soulagement chez les voyageurs qui ont trouvé une place. Michel Charasse demande une commission d'enquête parlementaire sur les transports publics en cas de neige. Union sacrée donc, Ségolène Royal, Christian Estrosi, une image qui fait date. On a vu aujourd'hui la présidente de Poitou-Charentes en grande complicité avec le ministre de l'Industrie à l'heure du sauvetage de la société Euliez. Cette société qui mise sur la construction de voitures électriques a vu son plan de reprise enfin validé par l'apport des 15 millions d'euros de Bernard Krief Consulting. Pierre Bonde-Joseph. Ségolène Royal et Christian Estrosi côte à côte, l'image est plutôt inattendue, mais l'occasion trop belle pour ne pas être sur la photo ensemble. Aujourd'hui, nous sommes là, la veille de Noël, pour dire à ces 600 salariés, Euliez Véhicules Électriques a désormais un avenir. La signature du pacte d'actionnaires d'Euliez ce matin dans les salons de Bercy met fin à des semaines d'incertitude autour de l'avenir du constructeur de véhicules électriques et clôt un duel entre Ségolène Royal et le ministre de l'Industrie sur leur rôle dans le sauvetage de l'entreprise en y mettant l'effort. Il est une chose certaine, c'est que nous croyons, Madame Royal, moi-même, dans l'avenir de l'industrie française et de l'industrie de l'automobile électrique. Vraiment, je veux reconnaître que à la fois le ministre de l'Industrie, Monsieur Estrosi et moi-même, nous avons partagé la même vision des choses, à savoir se battre pour l'industrie française. En plus des 15 millions d'euros apportés par le repreneur Bernard Krief Consulting, l'État versera 10 millions d'euros, la région Poitou-Charentes 5 autres. Elle devient ainsi la première région de France à entrer au capital d'une PME. Ainsi recapitalisée, Euliez et ses 600 salariés peuvent souffler. Reste maintenant à vendre des voitures. Louis Pétier, nouveau propriétaire de l'entreprise, assure avoir un carnet de commandes bien rempli. Fermé pendant les fêtes, les chaînes de montage devraient rouvrir le 4 janvier prochain. Voilà, et après ce témoignage d'une grande bienveillance réciproque, Christian Estrosi, notez-le, sera donc notre invité dans quelques minutes. Il réagira également au vote cet après-midi de l'Assemblée nationale transformant la Poste en société anonyme à partir du 1er mars 2010. Des voyageurs de l'Eurostar qui retrouvent le sourire, même si beaucoup devront encore patienter jusqu'à demain, au moins pour faire le voyage entre Paris et Londres. Après son rappel à l'ordre d'hier devant le président de la SNCF, Nicolas Sarkozy annonce qu'il recevra prochainement les agents et conducteurs du RERC qui, dit-il, ont sauvé des vies lors du déraillement de dimanche soir. La réforme des retraites est le chantier le plus délicat qui sera ouvert l'an prochain. Un groupe d'inspiration libérale qui défend l'introduction de la capitalisation dans le système actuel par répartition cite en exemple le régime spécial dont bénéficient les sénateurs. La moitié des pensions versées aux anciens élus provient de placements financiers, un système difficilement transposable. Paul Sansfourche. Sous les bancs de l'hémicycle, nos sénateurs seraient assis sur un trésor. 575 millions d'euros, une somme qui correspond aux réserves de leur caisse de retraite en 2008. D'après une étude de sauvegarde retraite révélée par Le Figaro, ce régime très spécial n'a pourtant rien de scandaleux. Ils ont une retraite par capitalisation et ce sont les intérêts des placements qui se sont accumulés. C'est vraiment pas le cas de la retraite des députés qui sont subventionnés à hauteur de 90%. Là, en revanche, ça ne coûte pratiquement rien aux contribuables. Un exploit, car les retraites des sénateurs sont loin d'être modestes. Pour un seul mandat, c'est 1 932 € tous les mois, soit 30% de plus en moyenne qu'un retraité dans le privé pour l'ensemble de sa carrière. Autre avantage, la possibilité pour les anciens fonctionnaires de cumuler leur retraite d'origine. Au final, la pension moyenne des sénateurs s'élève à plus de 4 000 €, c'est 3 fois plus que celle des Français. Si on veut trouver des candidats et des gens qui s'impliquent dans des fonctions comme cela, il faut bien leur assurer des revenus convenables et une retraite qui préserve quand même l'avenir lorsque ces mandats seront terminés. Et pour les sénateurs, l'avenir s'annonce radieux. En 2050, si tout se passe bien, la cagnotte de leur retraite pourrait dépasser 1 milliard d'euros.
Un clash mémorable aujourd'hui à la réunion du groupe UMP à l'Assemblée nationale. La secrétaire d'État aux aînés, Nora Berra, a claqué la porte pour protester contre les propos du député et ancien ministre de la Justice, Pascal Clément. Le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ça ne sera plus la France, a lancé ce dernier. Madame Berra a immédiatement quitté la salle Colbert. La suite du 18h, 3 questions à Christian Estrosi. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est un grand jour, dit Ségolène Royal, pour Heuliez. Vous dites la même chose, un grand jour pour Heuliez et l'industrie française. J'ai envie de dire donc 600 emplois sauvés, mais c'est aussi un grand jour. On vous entend parler d'une même voix que la présidente socialiste de Poitou-Charentes, Christian Estrosi. Pourquoi la politique, c'est fait de combats politiciens seulement? Non, je pense que quand on a une certaine idée de notre pays et de ce qu'elle doit représenter en matière de puissance industrielle, il n'y a pas de combat politicien qui vaille. Et pour ma part, dès le premier jour, c'était juillet dernier, lorsque le tribunal de commerce de Niort a confié à Bernard Criff Consulting de reprendre le dossier de Liès véhicules électriques, j'ai souhaité que l'État s'engage à hauteur de 10 millions d'euros par le FSI. Et de son côté, donc, la présidente de Poitou-Charentes s'engage. C'est une bonne chose. Elle salue une première aujourd'hui. C'est une région qui entre dans le capital d'une entreprise. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Oui, d'ailleurs, dès que Ségolène Royal m'en a fait la demande, j'ai veillé avec Christine Lagarde à ce que nous puissions signer le décret qui autorise la région Poitou-Charentes à rentrer dans le capital de l'entreprise. Vous savez, ce qui compte ce soir, c'est qu'on puisse dire à ces 600 salariés, et en même temps à une entreprise qui a des brevets industriels, à une entreprise qui sera capable de produire déjà 4 véhicules électriques dès l'année 2010, de s'inscrire dans cette grande stratégie au bénéfice des véhicules propres, qui est poursuivi par Renault, par PSA, aujourd'hui par Heuliez, par Bolloré. Oui. Eh bien, nous avons ensemble servi, Madame Royal et moi-même, et surtout le président de la République, qui m'avait donné des instructions très claires depuis le début, un dossier industriel prometteur d'avenir. Alors, est-ce que la ténacité de Ségolène Royal vous a aidé, Christian Estrosi? Parce que vous citez Bolloré, vous citez Renault. Elle a accusé le gouvernement de vouloir privilégier d'autres acteurs de la voiture électrique que Liès, installés dans sa région. Écoutez, ça fait partie des débats auxquels je me refuse. Moi, en tant que ministre de l'Industrie, j'essaie de garder la hauteur qui doit être celle d'un homme d'État. Je ne regarde pas l'étiquette ni la couleur politique d'une région. Je comprends que chacun, à la veille d'une échéance, ait besoin de montrer ce qu'est son bilan, la force de son action. Ça va l'aider, ça va l'aider. En tout état de cause, je me suis battu pour Liès depuis le début. Je n'ai pas à chercher à savoir s'il fallait mettre des difficultés au sein de Liès et du repreneur de Liès parce que la région ne serait pas bien pensante, ou en tout cas son exécutif. C'est pas mon problème. Nous avions un grand projet industriel. J'en ai discuté personnellement avec Madame Royal. Oui. Nous avons partagé la même vision des choses. Bon, ben c'est aussi ce qu'il peut y avoir de grand dans la politique. Et après tout, ça peut être ça aussi, la politique. Mais vous vous félicitez quand même, j'ai vu sur votre compte Twitter, hein, Ségolène Royal m'a félicité, c'est Noël. C'est Noël pour vous? Ça fait partie du côté sympathique et chaleureux de Twitter. François Fillon est en Chine pour des contrats d'envergure, 3 milliards d'euros. Du coup, il a peu parlé, quasiment pas parlé des droits de l'homme. Il faut faire la différence entre le business et puis un certain nombre de valeurs que la France peut aussi porter en Chine. Vous pensez que nous aiderons plus la Chine à ne pas en faire un grand partenaire au plan économique en matière de droits de l'homme et à la condamner en permanence, ou au contraire à essayer étape après étape, et j'ai l'impression qu'on a déjà fait beaucoup de progrès, en ayant des partenariats renforcés au moment où la Chine innove, où la Chine a de grands projets industriels, où nous sommes au cœur d'une crise dont j'espère nous allons sortir le plus rapidement, nous aussi avec de fortes politiques d'innovation, tout en assurant par exemple en même temps la formation d'avocats, de magistrats pour le compte de la Chine, qui nous permettent aussi d'apporter notre contribution à la Chine à faire des progrès dans ce domaine. Alors vous avez salué votre travail en commun avec une présidente socialiste de région. Vous avez plus de mal avec les élus et les parlementaires socialistes qui ont refusé de voter votre projet de réforme du statut de la Poste. Ça y est, les députés l'ont voté. Vous avez inventé ce mot. La Poste restera et sera définitivement
comment avez-vous dit, imprivatisable. Oh, vous n'avez pas tant de mal que ça à le prononcer quand même, imprivatisable. Oui. J'ai compté lors du débat au Parlement, entre 4 jours et 4 nuits, les députés socialistes eux-mêmes l'ont répété à l'occasion de 189 reprises. C'est-à-dire qu'ils se le sont presque appropriés. Je ne sais pas ce qu'en fera l'Académie française, mais tout ce que je peux savoir, c'est que j'ai besoin de frapper les consciences et de rappeler qu'en inscrivant dans le texte de loi à la fois le préambule de la Constitution de 1946, à savoir qu'un service public à caractère national qui inscrit dans le texte de loi ses missions de service public devient quelque part imprivatisable, m'a permis de frapper les consciences et de démontrer et aux Français et aux employés de la Poste que la volonté du gouvernement, c'était bien d'accompagner la Poste pour sa modernisation restant à 100% public. D'ailleurs, je pose une question, est-ce que vous connaissez un seul État au monde qui, pour privatiser une administration, une de ses institutions, apporterait 2,7 milliards d'euros d'argent public pour le faire? Allez, un dossier, et on quitte vos dossiers ministériels, Christian Estrosi. Le débat sur l'identité nationale, ça tourne au vinaigre. Est-ce que vous êtes embarrassé vous-même? Il y a eu un incident aujourd'hui au groupe UMP à l'Assemblée nationale, puisque la secrétaire d'État aux aînés, Nora Berra, a claqué la porte de la réunion ce matin. On débattait de l'interdiction éventuelle de la burqa dans les lieux publics. Elle a réagi aux propos du député Pascal Clément. Le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ce ne sera plus la France, a déclaré le député de la Loire, ancien garde des Sceaux. Est-ce que vous êtes choqué vous-même? Oui, je suis choqué. Je le dis, le débat sur l'identité nationale est une bonne chose parce que refuser de débattre de ce que nous sommes, d'où nous venons et de quelle communauté de destin nous voulons avoir en partage, c'est une erreur. Parce qu'à force de vivre dans des non-dits, un jour on arrive à des regardez catastrophes. Ce dérapage que vous condamnez vous-même. Mais l'un de vos amis. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir de dérapage faute de débat, ou est-ce qu'il vaut mieux débattre pour que tout un chacun prenne conscience? Justement, ça fait prendre conscience des difficultés que nous avons à aborder les sujets. Il y a une réalité dans notre pays. Il faut qu'il y ait des dérapages verbaux comme celui de Pascal Clément pour... Et si on parlait du fond plutôt, est-ce que c'est pas une réalité que dans notre pays, il y a aujourd'hui 10% de population française qui sont de confession musulmane? Est-ce que oui ou non, il faut y apporter une réponse? Est-ce que oui ou non, il faut apprendre à tous nos enfants, quelle que soit leur origine culturelle, leur confession, leurs conditions sociales, à aller dans la même école de la République, à apprendre à parler la même langue et à défendre les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes droits et les mêmes devoirs? Moi, c'est la question que je pose. Alors si, pour s'interdire d'être confronté à ce type de situation qui fait le miel d'un certain nombre de médias, il faut s'interdire. C'est une ministre qui claque la porte du groupe UMP. Il faut s'interdire de parler de la manière dont nos enfants pourront s'approprier demain les valeurs de la République. Eh bien, je préfère que quelque part il y ait de petits incidents, mais qui en même temps nous permettent d'ouvrir un large débat pour que tous les enfants de la République s'approprient le bien le plus cher que nous ayons en commun, la France. Éric Besson a annoncé que le débat finalement se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2010. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce débat sera mis en veilleuse pendant la période de la campagne régionale? Je sais que tous les préfets ont reçu des instructions pour nourrir le débat. On voit d'ailleurs qu'il se déroule plutôt bien, ce débat. Et que les incidents sont malgré tout assez mineurs. Mais pendant la campagne des régionales, il faut peut-être un petit peu freiner le débat. À partir du moment où c'est un débat organisé par l'État, par le gouvernement, par les préfets qui en ont reçu mission, vous savez qu'il y a une période de réserve qui précède de quelques semaines chaque échéance. Donc j'imagine que pendant cette période-là, nous serons dans la réserve. Allez, dernier point, Christian Estrosi, je ne sais pas si vous avez déjà reçu le point de cette semaine qui publie le palmarès des ministres. Voilà, noté par un jury. Vous arrivez en 35e position sur 39. Et dans le sondage des Français, de 3 pages derrière. Alors, qu'est-ce que vous avez noté? Ce qui m'intéresse, c'est les Français. Et alors là, vous êtes mieux placé. Je suis plutôt au milieu du tableau. Et entre nous soit dit, je préfère le jugement des Français au jugement de quelques intellectuels qui ne sont pas forcément les plus qualifiés. Mais ça vous incite, bien sûr, à chaque jour remettre sur le métier. Et puis ça m'oblige, vous voyez, par exemple, quand on dit quels sont les ministres les plus réformateurs. Bon, je note qu'un certain nombre de ceux pour lesquels j'ai beaucoup de respect et qui sans doute sont de très bons réformateurs, mais à condition qu'ils aient une réforme à mener, sont bien classés.
sans avoir eu forcément à conduire une réforme cette année. Je trouve que quand on a réussi à transformer le capital de la Poste pour en faire un établissement public et le transformer en société anonyme, alors qu'on m'annonçait la révolution, c'est peut-être pas mal quand même comme performance. Allez, vous vous attribuez donc un satisfecit à l'heure des bulletins de fin d'année. Il faut tout prendre avec humilité. Je suis là pour servir mon pays et je le fais avec la modestie nécessaire, en acceptant les critiques, mais en m'octroyant aussi le droit de dire à ceux qui veulent me juger que je ne m'interdis pas de les juger non plus. Merci Christian Estrosi. La suite du 18h, séquence décodage. Séquence décodage, d'abord les soubresauts au Parti Socialiste dans sa quête d'idées neuves. Le laboratoire d'idées qui avait été lancé par Martine Aubry perd sa vice-présidente qui est présente sur notre plateau. Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entendre vos explications, le point de vue d'un de vos camarades du PS, le député de Paris, Christophe Caraech, qui était engagé avec vous dans cette réflexion en vue, bien sûr, en vue de la présidentielle. C'est vrai que ça nous permet de discuter avec des chercheurs, avec des universitaires, avec des spécialistes de toutes ces questions. Et donc, à titre personnel, moi, ça m'a plutôt apporté. C'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que le Lab n'a pas eu suffisamment de débouchés à son travail, tout simplement parce que ces conventions n'ont pas été organisées jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections régionales qui approchent et que c'est vrai que le Parti socialiste est plutôt le nez sur cette échéance et donc il faut attendre peut-être l'après-régional pour qu'un certain nombre de choses débouchent. Voilà. Voilà, Christophe Caraech, donc avec Marie Brémaud, Lucille Schmitt, bonsoir. Alors c'est assez étonnant ce qu'il nous dit le député. Pendant les périodes électorales, on n'a pas le temps de réfléchir. Oui, c'est un point d'ailleurs dont j'ai parlé pour justifier, pour argumenter ma démission. Je pense que la place des idées aujourd'hui au Parti socialiste, elle devrait être centrale, et que d'une certaine manière, c'est comme si on avait plusieurs partis socialistes, c'est-à-dire le Parti socialiste des choses sérieuses, où on fait des désignations, où on mène des combats électoraux, et puis le Parti socialiste où on a tout le temps au fond de venir voir les choses, qui est le parti où on réfléchit, mais complètement déconnecté, et d'une certaine manière sans prendre conscience que le temps passe, et notamment lorsqu'on est un parti d'opposition et qu'on a perdu déjà 2 élections présidentielles. Donc je crois que le sentiment que j'avais que le temps passait et que le laboratoire des idées ne prenait pas cette place centrale qu'il devrait avoir aujourd'hui dans la perspective de 2012, mais aussi sur la question des régionales. Par exemple, Pierre Moscovici s'est vu confier une convention sur le nouveau modèle de développement, qui est une question donc au fond sur les perspectives de Copenhague, pour dire les choses de façon plus banale. Et il a été choisi par la direction du Parti socialiste d'enjamber, comme on dit, les régionales. C'est-à-dire que cette convention qui devait au départ travailler dans le cadre du calendrier des élections régionales et notamment fournir des arguments aux socialistes qui vont faire campagne, a été repoussée au-delà des régionales. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on ne peut pas. Vous nous dites qu'en fait le PS est double en quelque sorte. Il y a une structure qui s'occupe notamment des rendez-vous électoraux, les plus immédiats à venir, et puis des gens qui évoluent dans l'orbite du PS et au sein du PS, bien sûr, pour réfléchir. C'est vrai que vous êtes un peu déconnecté de la première structure, puisque vous-même, vous n'avez pas été reconduite sur les listes régionales. C'est bien ça. Donc, oui, tout à fait. Je n'ai pas. Vous auriez dû surveiller l'autre versant du PS aussi, non? Écoutez, moi, j'aspire à un PS unifié et surtout à un PS où il y ait beaucoup de militants socialistes. Je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on continue à segmenter, à construire plusieurs PS en parallèle, un jour, il n'y aura plus qu'une coquille vide, parce que les personnes qui sont socialistes ont le sentiment que ça ne fonctionne pas bien. Ensuite, sur la question des listes régionales, oui, parce que vous êtes conseillère régionale sortante et vous ne le serez plus. Est-ce que c'est éventuellement par amertume, voire par vengeance, que vous quittez ce lab aujourd'hui? Non, évidemment, ni par amertume, ni par vengeance. Je pense que ça a dû jouer quand même dans votre décision personnelle. Oui, ça a vraiment, le mauvais tour qu'on a pu vous jouer. Ça a joué un rôle très déterminant. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai d'une certaine manière interpellé ce Parti socialiste des désignations, pour l'appeler ainsi, puisque j'ai fait une candidature à la tête de liste sur la liste socialiste des Hauts-de-Seine, en tenant compte d'une chose, qui est que les militants socialistes ont voté le 1er octobre la parité, le non-cumul et le projet. Et il me semblait que m'occupant du laboratoire des idées, étant une femme, ce à quoi je ne peux pas grand-chose d'ailleurs, et par ailleurs ne cumulant pas des mandats, je pouvais aspirer à cette tête de liste. Et ça a conduit à mon éviction de la liste. Je pense très franchement que si je n'avais pas fait cette candidature à la tête de liste, je serais sur cette liste. Dans quelle orbite vous situez-vous au sein du Parti socialiste? Vous êtes dans quelle écurie?
Écoutez, je n'ai pas envie d'être dans une écurie, mais en tout cas, j'ai été une des fondatrices en 2002 du courant du nouveau Parti socialiste, qui à l'époque a porté beaucoup d'espoir après la défaite de Lionel Jospin, et qui malheureusement aujourd'hui est éclaté en différentes tendances, mais qui était, disons, la tendance des cadras, puisque c'était ça. Et l'idée était bien sûr de refaire le lien entre les idées et les personnes, et de permettre l'émergence de nouvelles personnes. Oui. Alors, vous dites que le PS est un peu en panne d'idées, mais quand il regarde les sondages, il s'aperçoit qu'il pourrait, et d'ailleurs Martine Aubry le revendique, faire le grand chelem au régional. Ça n'incite pas forcément à se diriger vers la réflexion de fond. Moi, je dis pas que le PS est en panne d'idées, je dis que le processus de décision au sein du PS ne permet pas, au fond, de donner un contenu politique aux idées. C'est-à-dire que je crois qu'on est dans une société où il y a un foisonnement d'idées. D'ailleurs, il y a des idées à gauche qui ne sont pas des idées portées par le Parti socialiste. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a des associations, la création d'une fondation à Europe Écologie, le Parti de gauche, la mouvance de Besançon. Beaucoup de gens portent des idées à gauche. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on en fait des propositions politiques par rapport à un Nicolas Sarkozy qui, lui, a un rythme politique d'enfer. Est-ce que la première question que doit régler le PS, c'est se positionner aujourd'hui? La première question qui doit, oui, c'est se positionner sans être strictement dans la réaction ni l'imitation. Moi, je trouve par exemple que sur la question des listes au régional, on a mis en avant la diversité. C'est très bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la lutte contre les discriminations. Il faut évidemment représenter la diversité de la société française. Mais faisons attention à la qualité des personnes et à leurs compétences. On ne peut pas se contenter, comme on le fait d'ailleurs pour les femmes. Moi, j'ai été victime d'un effet parité pervers. C'est-à-dire qu'on fait tourner les femmes. Une femme égale une autre femme. Un homme égale moins un autre homme parce que souvent les hommes sont plus enracinés. Mais c'est pareil. On va faire la même chose par rapport à la diversité. On risque de dire un arabe égale un autre arabe, etc. Ce n'est pas vrai. La question des personnes est un point essentiel, l'enracinement local, tout ça ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir et c'est pour ça qu'il ne faut pas déconnecter la question des désignations, la question de la profondeur et de la durée en politique. Comment est-ce que vous jugez l'action de Martine Aubry à la tête du PS aujourd'hui ? Moi, je pense que Martine Aubry a représenté un espoir important à Reims. D'ailleurs, j'ai fait partie de sa motion. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut faire le lien entre l'interne et l'externe. Et je pense que le Parti socialiste ne se rénove pas suffisamment en interne. Oui. Je pense que le Tour de France qu'a fait Martine Aubry était une très bonne chose. C'était la démocratie participative. C'est aussi d'ailleurs ce qu'avait fait Ségolène Royal. Mais c'est pas de la méthode que naît vraiment la crédibilité politique. C'est aussi de la capacité à être exemplaire chez soi. Donc au sein du Parti socialiste. Et le risque aujourd'hui, c'est que les départements, les fédérations ne s'affranchissent au fond du Parti socialiste au niveau central s'il n'y a pas des actes d'autorité et une rénovation des procédures. Lucille Schmitt, le public ne vous connaît pas, hein, on peut le dire, même si vous occupez encore pour quelque temps un mandat de conseillère régionale en Île-de-France. Demain, vous avez l'intention de faire entendre parler de vous à nouveau, peut-être dans le domaine de la réflexion, justement, peut-être à l'extérieur ou en périphérie du PS ? Écoutez, évidemment, une démission, c'est pas une démission narcissique ou esthétique. Hein. C'est une démission constructive. C'est peut-être un nouveau concept. En tout cas, l'idée, c'est bien, par rapport à tous ceux, au fond, qui ont envie de porter des idées et efficacement, et de faire le lien entre les idées et les propositions politiques, de porter effectivement ce projet, pas seul, parce que les idées ne naissent pas tout armées du cerveau d'une personne. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de cette diversité à gauche. Très bien, donc merci. Voilà, on suivra éventuellement la naissance d'un nouveau think tank, comme on dit, il y en a déjà beaucoup, évidemment dans la mouvance du Parti socialiste. Merci à vous. À suivre dans un instant sur Public Sénat à 18h30, Déshabillons-les, l'émission d'Hélène Risser qui revient sur l'un des phénomènes de l'année. Peut-être que vous serez d'accord pour le qualifier ainsi. On parle de Cécile Duflot, la secrétaire nationale des Verts. Bonsoir à tous. Pour être adoptée, une loi doit être examinée à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Les textes suivent donc un mouvement de va-et-vient entre les deux assemblées. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. D'un point de vue historique, il y avait, il y a longtemps, un système de pneumatique entre les deux assemblées pour transmettre justement les textes, pour bien montrer que lorsqu'il était adopté d'un côté, on l'envoyait à l'autre, et puis il revenait avec d'éventuelles modifications. Bon, ce système de pneumatique n'existe plus. À l'heure actuelle, la transmission se fait nettement par un système informatique. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus moderne, mais il y a toujours une version papier officielle qui, elle, est transmise par des motards. On dit qu'un projet de loi ou une proposition de loi sont en navette, c'est-à-dire qu'ils sont en instance d'examen entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le nombre de navettes dépend donc du nombre d'examens par assemblée, car pour qu'une loi soit votée, il faut qu'elle soit adoptée dans des termes identiques au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il faut donc éviter que la navette dure trop longtemps, car cela pose des problèmes d'organisation et d'efficacité du travail parlementaire. La Constitution a prévu un certain nombre de mécanismes qui permettent d'interrompre la navette et dans certains cas, on a appelé longtemps ça une procédure d'urgence, mais depuis la révision de 2008, on parle de procédure accélérée, ce qui semble un petit peu moins peut-être contraignant. On permet au gouvernement de demander que sur un texte, on s'interdise d'aller au-delà d'une seule lecture par chacune des assemblées et qu'au terme de cette lecture unique, on enclenche une procédure dite de conciliation pour se mettre d'accord sur les dernières dispositions du texte. Il existe un autre moyen d'interrompre la navette parlementaire en cas de désaccord entre les deux assemblées. C'est le système de la commission mixte paritaire qui regroupe 7 députés et 7 sénateurs. Ils se regroupent pour rédiger un nouveau texte qui sera à nouveau soumis au vote des deux assemblées. Si elles le votent, ce texte devient loi.